bonsoir à tous. À la une de ce journal, sous la pression d'une nouvelle mission d'inspection de la Confédération africaine de football, le Cameroun peut-il sauver la face au regard du chantier du stade Paul Biya abandonné depuis près d'un an? Le ministre des Sports et l'entreprise canadienne chargée des travaux ont identifié les sites à construire dans l'urgence, mais le sort des ouvriers reste encore préoccupant. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Les stratégies de lutte contre la vie chère s'avèrent inefficaces. L'INS, l'Institut national de la statistique, tire la sonnette d'alarme. Les tensions inflationnistes sont enregistrées dans les marchés et Bamenda est devenue la ville la plus chère au Cameroun, suivie de Buea et Douala. Vous suivrez dans ce journal les difficultés des ménagères à pouvoir payer des denrées alimentaires dans les espaces marchands et à donner des repas quotidiens à leur famille. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est la préoccupation majeure du gouvernement à quelques semaines d'une nouvelle mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Le gouvernement joue sa dernière carte sur le chantier de construction du stade de Paul Biya, un stade abandonné depuis près d'un an. Une nouvelle entreprise chargée des travaux s'est rendue sur le site pour identifier les priorités à construire dans l'urgence. Mais le sort des ouvriers travaillant sur ce site est préoccupant. Le ministre leur a demandé d'avoir beaucoup de chance pour être retenus avec le nouvel entrepreneur au grand désarroi de ces ouvriers. Des précisions avec nos reporters Élisée Bogba et Ike Cyril. Sur le site de construction du stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé, l'inquiétude se lit sur les visages. Après la résiliation du contrat avec Gruppo Piccini, les employés ne savent plus à quel sens se vouer. Et pour ne rien arranger, le ministre des Sports et de l'Éducation physique annonce qu'il faudra beaucoup de chance pour être retenu dans la liste du nouvel acquéreur. Pour ceux d'entre vous qui auraient la chance, et je l'espère pour vous tous d'ailleurs, d'être retenus pour la poursuite du chantier, je voudrais vous souhaiter bonne chance. Mais comme vous le savez, c'est comme pour la loterie. Si vous n'achetez pas un billet, vous ne pouvez pas espérer gagner. Donc vous allez faire les procédures, vous allez engager les procédures normales en direction des repreneurs du chantier en fonction des besoins qui seront exprimés en matière de main-d'œuvre. Bonne chance à tous et bonne journée. Magil, c'est le nom du repreneur du chantier de construction du stade Omnisport d'Olembe. L'entreprise canadienne confirme que les techniciens camerounais auront voix au chapitre. Ce chantier-là a connu des dommages collatéraux des entreprises camerounaises, des Camerounais et des Camerounaises qui ont malheureusement subi les arrêts et des impayés. Donc nous, dans les semaines à venir et dans les jours à venir, on va les recevoir, voir qui peut continuer avec Magil. Magil ne vient pas avec une armée d'étrangers, on travaille comme à la réunification avec des Camerounais et des Camerounaises. Après plusieurs mois d'arrêt, et alors qu'une nouvelle mission d'inspection de la CAF est annoncée au Cameroun, il faut très vite relancer les travaux. Magil a déjà identifié les priorités. La mobilisation va s'effectuer principalement dans un premier temps sur les réseaux extérieurs, donc pouvoir assainir le terrain. On va nettoyer le chantier, démarrer tout de suite les routes et les terrassements pour pouvoir préparer la route définitive des accès au chantier. Nous allons travailler immédiatement sur l'aire de jeu. L'aire de jeu, comme son Excellence l'a expliqué, sur tous les stades, c'est le seul stade où on n'a pas encore l'aire de jeu opérationnelle. Donc on va mobiliser l'aire de jeu pour qu'on puisse faire un engazonnement dans les semaines à venir pour préparer la prochaine venue de la CAF. Plusieurs années après le démarrage des travaux, il est désormais question de sauver les meubles. Pour cela, le ministre des Sports et de l'Éducation physique en appelle au sens de patriotisme des uns et des autres. Le sens de la responsabilité, du patriotisme, du civisme des uns et des autres est interpellé pour que les travaux de reprise de cet important ouvrage puissent être achevés dans de bonnes conditions et dans les meilleurs délais. Principal ouvrage en construction dans la perspective de la CAN 2021, le stade Paul Biya d'Olembe à Yaoundé n'est pas achevé. Pire,
les travaux accusent un retard considérable, au point où le stade n'a déjà pas été retenu pour le CHAN 2020. Avez-vous déjà emprunté l'axe routier Ngumu-Ezeka en passant par Otélé et Makak? Les routes sont en mauvais état et c'est le principal frein au développement de ces bassins agricoles situés dans la région du centre. Illustration ce soir sur le tronçon Ngumu-Otélé, une dizaine de kilomètres de route impraticable, un véritable calvaire que nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop ont vécu durant le périple dans ces localités. Reportage. Ici, le quartier Aoussa Ngumu, c'est le point de départ pour Otélé, situé à une dizaine de kilomètres d'ici. Une distance que nous allons parcourir à moto, parce que les OPEP, comme on les appelle, sont assez rares. Et puis nous allons nous apprêter à affronter quelques difficultés, notamment liées au très mauvais état de la route. Nous sommes en saison des pluies et cette route-là est quasiment impraticable. Et nous voici en route pour Otélé. À peine avons-nous parcouru 2 km que les premiers obstacles se dressent sur notre chemin. Dame pluie vient d'arroser la ville de Ngumu et la route est dans un piteux état. Une situation aggravée par la réhabilitation en cours d'une partie de cette route qui dessert également les arrondissements de Makak et d'Ezeka dans le département d'Union Ekele. C'est donc une route hautement stratégique qui aurait normalement dû être bitumée. Hélas. Quand il y a eu des déraillements à Ezeka, c'est ici que toutes les voitures passaient et je ne comprends pas pourquoi cette route n'est pas bitumée. Mais pourtant, quand il y a eu le pont de Bankomo s'est cassé, c'est ici que les ministres et consorts passaient et la vie est quand même pénible ici pour nous. Les rues ne sont pas bitumées, on souffre. Ce tronçon de route est beaucoup plus fréquenté par les motos qui accusent le coup de nombreux bourbiers et autres nids de poules. Nous sommes obligés de faire avec vraiment, parce que si on reste comme ça, on va vivre comment? On se débrouille avec nos motos. À chaque minute, nous sommes en saison de pluie, nous sommes avec les bouts. Bon, on s'est dit qu'en saison sèche, on peut rouler en bouche bée. Maintenant, les temps ont changé. En saison sèche, en décembre, il pleut. On ne sait pas. Lorsque vous empruntez la moto, personne seule, 1000 francs. 2 personnes, 1000 francs. De préférence, prendre, aller à 2 sur Otélé. Et les voitures, 500 francs. Au bout d'une trentaine de minutes, la dizaine de kilomètres qui sépare Ngumu du village Otélé est parcourue, non sans quelques difficultés. Des difficultés auxquelles les usagers de cette route ont fini par s'habituer. En temps de pluie, comme c'est le cas en ce moment, ou en saison sèche, c'est quasiment le même calvaire. Et parlons à présent de la route Ebolova à Komde Kribi. Un contrat commercial a été signé entre le gouvernement et le directeur général de l'entreprise italienne ICM SPA, retenu pour la construction de cet axe routier de près de 179 km de route. Le coût des travaux est de 127 milliards de francs CFA. Les travaux doivent durer 36 mois. Le gouvernement a exigé un chronogramme de réalisation des travaux et un contrat de marché doit être signé et la date des travaux n'est pas encore clairement établie. Et toujours concernant les travaux routiers, dans la ville de Douala, les travaux de réhabilitation de la pénétrante Est viennent d'être confiés à l'entreprise canadienne McGill. Les travaux doivent être effectués sur un linéaire de 9 km avec l'aménagement d'une voie de transit, 2 voies de desserte latérale composées chacune de 3 fois 2 voies, des carrefours giratoires, des échangeurs et autres ouvrages d'assainissement. Le coût total des travaux de la pénétrante Est de Douala, du moins la réhabilitation, le coût total est fixé à 51 milliards 820 millions de francs CFA. Il faut préciser que ce montant est supérieur au coût initial des 10 travaux de la réhabilitation de la pénétrante Est. Vous vous souvenez qu'en 2018, le projet avait été confié à une entreprise chinoise et les travaux alors avaient été évalués à 34 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ils coûtent 51 milliards de francs CFA et confiés à une entreprise canadienne. Les stratégies de lutte contre la vie chère s'avèrent inefficaces au regard des tensions inflationnistes observées sur le marché,
C'est du moins le constat que fait l'Institut national de la statistique dans son dernier rapport. Il constate que les prix ont augmenté de 2,5% au cours des 9 premiers mois de l'année 2019. Et la situation risque de s'aggraver en raison de la persistance de l'insécurité dans les régions anglophones et également des difficultés de change des devises. Et les villes de Bamenda, Buea et Douala sont les villes les plus chères selon l'INS. On fait le point avec Jean-Paul Chouniat. Dans les marchés, les ménagères camerounaises ont vu augmenter de façon significative les prix des denrées alimentaires de première nécessité au cours des 9 premiers mois de l'année 2019. Ainsi, de juin à septembre, riz, poissons congelés, viande de bœuf et sucre ont connu une hausse cumulée de 2,8% comparé à l'année 2018, révèle le récent rapport de l'Institut national de la statistique sur la variation générale des prix. C'est ce que les économistes qualifient de remontée inflationniste, à savoir la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, avec pour conséquence une augmentation générale et durable des prix. Et comme raison à cette inflation autour des prix pourtant homologués par le ministère du Commerce, les experts évoquent à cette violation de la loi la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que l'insécurité à l'extrême nord Cameroun. Autant de facteurs qui entretiennent une spéculation à grande échelle. Pour le cas spécifique du sucre, les dysfonctionnements observés dans la chaîne de distribution et les confusions induites par la rareté des devises justifient cette hausse de coûts sur le marché. L'incendie de la Sonara le 31 mai dernier a contribué à entretenir cette inflation. Dans ce classement, restauration, hébergement, articles d'habillement et chaussures, transport constituent la deuxième source de cette inflation. Sur cette remontée inflationniste, l'Institut national de la statistique place Bamenda en tête des villes les plus chères, avec un taux d'inflation de 4,8%, suivi de Buea 2,9%, Douala 2,4%. Les blocus répétés des sécessionnistes ayant freiné les échanges entre les zones rurales et les centres urbains. Sur cette inflation, qui pourrait passer de 2,5% en 2019 à 2,8% dans les jours à venir, les spécialistes de l'INS, dans ce rapport, recommandent au gouvernement camerounais de poursuivre sa politique de lutte contre la vie chère, renforcer le contrôle de l'application des prix homologués des produits de grande consommation, accélérer les actions d'apaisement dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest en vue de relancer la production nationale et l'approvisionnement des marchés, tournant au ralenti pour l'instant. La ville de Douala, la troisième ville la plus chère au Cameroun selon l'INS, de nombreux ménages broient du noir. Dans ces ménages-là, des femmes qui peinent à donner à leurs enfants et leurs familles 3 repas par jour. Et pour cause, la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. C'est le constat que font nos reporters Cédric Chouna et Isabelle Carole Zopet. C'est au bout de longues heures, sillonnant les étals du marché central de Douala, qu'Odette s'est finalement décidée sur le repas à concocter pour sa petite famille. Un menu choisi contre son gré à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires. Depuis 2 heures de temps que je suis au marché, je suis en train de là, je ne vois pas ce que je veux préparer parce que les choses sont chères. Je suis venu au marché ce matin pour acheter les pommes et j'ai constaté que les pommes étaient extrêmement chères. Donc j'ai décidé de changer alors de menu. La difficulté de cette dernière à s'approvisionner est pratiquement la même que connaît la plupart des ménages. En effet, les prix des denrées alimentaires déjà élevés ne cessent de grimper en cette fin d'année. Les consommateurs grondent de colère. On ne mange plus ce qu'on veut, tout ce qu'on voit, on va manger parce qu'on n'a pas de choix. Tout est devenu cher. Le poisson, alors n'en parlons même plus. À la poissonnerie, tu prends 2 poissons, tu dis 2500, 2000. Tu as d'abord la ration de combien? Le riz qu'on vendait à 100 francs, ça a aidé beaucoup les gens, ça est devenu à 150. Et la banane maintenant au marché, c'est 7 doigts. 2 doigts de plantain à 500, 7 doigts à 1000 francs. On n'arrive pas à payer parce que c'est dur. La patate, 4 à 500, 8 à 1000 francs. On n'arrive pas à payer. Une situation qui contraint les familles à ne plus tenir compte de la qualité d'aliments qu'elles consomment et à user d'astuces pour s'en sortir au quotidien. Parce que quand tu te retrouves avec 5 000, tu calcules comment ce que tu vas acheter. Tu ne parviens pas à voir, tu cherches. Et quand tu retrouves que tu as acheté peut-être, soit même la patate ici. Tu achètes la patate, tu achètes l'ondolé, tu vois qu'il faut que tu fasses les efforts de préparer à 15 heures. Il faut que tu fasses les efforts qui mangent à 18 heures. Et mange pour dormir. Mon menu de fête, c'est le macaron ondolé parce que je n'en ai pas. Qu'est-ce qui explique cette flambée de prix
À chacun sa petite idée. Premièrement, le carburant qui est en train de manquer, aussi les problèmes du pays. Se nourrir est devenu l'équation la plus difficile à résoudre pour de nombreuses familles. Le reste de l'actualité à l'occasion de la journée mondiale des personnes handicapées, ces couches sociales vulnérables crient à l'abandon, notamment dans le département du Mungo. Elles peinent à avoir accès à des emplois décents malgré la signature du décret d'application portant promotion des personnes handicapées au Cameroun. Elles racontent leur calvaire dans ce reportage que signe Jacques Mollan et également Nadine Yambou. À Ndjombe-Pendia, dans le département du Mungo, les personnes vivant avec un handicap expriment leur désarroi et amertume face aux multiples problèmes et défis qu'elles rencontrent au quotidien. Parce que depuis là, c'était la galère. Les handicapés avaient des sérieux problèmes. Parce que nous avons des droits que l'État a mis en place, mais nous ne les connaissons pas. Ce qui fait que de temps en temps, ils sont marginalisés. Parce qu'il y a la douleur au cœur. La personne handicapée est laissée abandonnée à lui-même. Si cette personne n'a même pas sûrement de soutien, il n'a pas la famille, il souffre. Les difficultés d'accès dans les services publics, les hôpitaux et le non-respect des dispositions de la loi en ce qui concerne les personnes handicapées au Cameroun constituent également un frein à leur épanouissement. Parce que dans nos cadres, on nous parle de prendre soin de la santé, mais lorsque nous arrivons à l'hôpital, on nous demande de payer ces médicaments et que les hôpitaux là ne sont pas subventionnés. Et nous, ayant avec notre maladie, notre cas de maladie et avec notre handicap, on ne peut pas se mettre à se tirailler avec le docteur. Au regard de leurs conditions de vie précaires, ces personnes handicapées appellent les pouvoirs publics à mettre dans l'urgence des mécanismes de surveillance afin de faire respecter leurs droits. Tout a été écrit, mais en pratique, ce n'est pas ce qui se passe. Nous attendons à l'État, c'est-à-dire de mettre sur pied, c'est-à-dire une mesure de surveillance, parce que tout ce que l'État dit, on ne pratique pas ça sur le terrain. Devant ces multiples revendications, ici à Ndjombe-Pendia, la municipalité se débrouille comme elle peut afin de leur apporter un soutien. Cependant, cette assistance s'avère insuffisante. Oui, des efforts doivent vraiment être faits pour les personnes handicapées, surtout que c'est des personnes démunies, c'est des personnes qui n'ont rien. C'est à nous, ceux qui ont un brin de pouvoir dans le centre des affaires sociales, à s'intéresser à ces personnes handicapées, chacun à son niveau. À la faveur de la journée mondiale des personnes handicapées célébrée tous les 3 décembre de chaque année, les autorités municipales de la commune de Ndjombe-Pendia mettent à leur disposition le minimum pour les fêtes de fin d'année. Un nouveau programme de mathématiques bientôt enseigné aux élèves en cycle secondaire au Cameroun. Cette réforme vise à donner des outils d'analyse scientifique à ces élèves avant leur admission à l'université. Ce nouveau programme de mathématiques doit être dispensé dans les 2 sous-systèmes éducatifs francophones et anglophones. La présentation de cette réforme a été faite sous la supervision du ministre des Enseignements secondaires. Je vous invite à présent à suivre l'inspecteur coordonnateur général chargé de l'enseignement des sciences, Jean-Pierre Adjaba, qui explique les atouts de la nouvelle réforme concernant le programme de mathématiques à dispenser aux élèves en cycle secondaire. Les performances en mathématiques sont mauvaises, les taux de réussite sont très bas, les échecs sont massifs. Il y a certes des insuffisances en termes de nombre d'enseignants, parce qu'il en manque, ça c'est vrai. Il y a également que la façon avec laquelle on enseigne les mathématiques n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas de nature à permettre une réalisation de meilleurs apprentissages. Mais il y avait aussi, et ça il faut le dire à haute et intelligible voix, que les programmes d'études qu'on utilisait jusque-là comportaient d'énormes manquements. Alors on a mis sur pied tout un processus qui a pris plus d'1 année pour reviser ces programmes. Ça a été très participatif, des enseignants de chant, des universitaires, des associations d'enseignants y ont contribué. Concrètement, qu'est-ce qui change? Il y a déjà un certain nombre de contenus nouveaux qui entrent en scène, lesquels contenus sont essentiels pour la poursuite des études au niveau du supérieur. Par exemple, dans le sous-système anglophone, on vous le dira, au niveau de la géométrie, ce qu'on appelle les transformations du plan homothétie et autres, c'est des thèmes qui n'étaient pas du tout abordés.
Il y a dans le sous-système francophone un outil essentiel pour la résolution d'un certain nombre de problèmes de vie qu'on appelle la théorie des graphes, qu'on avait dans le sous-système anglophone et pas dans le sous-système francophone. Le sous-système francophone s'est enrichi de cet outil très important en mathématiques. Il y a également des situations qui n'étaient pas admissibles. Comment comprendre qu'au niveau de la filière TI, technologie de l'information et de la communication, c'est-à-dire informatique, on ne faisait pas arithmétique, alors que l'arithmétique est au cœur des apprentissages en informatique. En bref, à présent, les personnels chercheurs revendiquent la révision de leur statut et leur prise en compte dans le paiement de la prime dédiée à la recherche. Ils ont exprimé leur courroux lors de la mise en place d'un regroupement professionnel visant à apporter leur doléance au pouvoir public. Et parlons à présent du statut de ces enfants maltraités au Cameroun. L'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme sur les stratégies de lutte contre ces fléaux qui continuent à perturber et gangréner le quotidien des enfants camerounais. D'autres précisions avec Guy Zogo. C'est un témoignage poignant sur le sort d'une jeune fille forcée de se marier que délivre Aïssa Doumara, défenseur des droits des femmes. C'est à la faveur du forum consacré à la lutte contre le mariage des enfants à Yaoundé. Une jeune fille qui était en classe de 5e et son père avait décidé de la donner en mariage en 4e noce. Elle a fugué pour aller se réfugier dans une église. Le tribunal nous avait confié la garde de la fillette. Un jugement préventif a été pris en faveur de ce cas. Et la petite a pu reprendre ses études. Elle a obtenu son baccalauréat. Devant cette réalité, le gouvernement fixe les objectifs poursuivis. Dans un premier temps, il s'agit de susciter un changement de comportement social en vue de mettre fin au mariage d'enfants dans notre pays. Dans un second temps, nous allons ressortir le rôle déterminant des autorités morales dans la lutte contre la pratique du mariage d'enfants au Cameroun. D'après les statistiques, il est question de prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène. Les résultats de l'enquête mixte de 2014 révèlent que 36% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, soit 1 sur 3 contre 5,4% de garçons. Pour tous, la solution passe alors par le rôle que les leaders religieux doivent jouer pour éradiquer le phénomène de mariage des enfants. Les religieux, ils et elles, les imams, les prêtres, les pasteurs, sont au centre de notre stratégie que nous avons intitulée les brigades de dénonciation. Et ces honorables personnalités sont celles qui détiennent le pouvoir d'influencer réellement les mentalités et les comportements des communautés. Les imams, leaders religieux, dans leurs mosquées, dans les prêches, dans les enseignements, dans la sensibilisation des fidèles, vont les amener à interpréter, à appliquer correctement la loi. À cette démarche s'associe aussi l'UNICEF à travers ses initiatives. En appui aux autorités camerounaises et particulièrement le ministère de la promotion de la femme et de la famille pour tout ce qui est développement de politiques et de plans pour conduire les actions en vue de l'abandon du mariage des enfants. Mais aussi nous intervenons au niveau le plus déconcentré ou le plus décentralisé dans la sensibilisation des familles, des parents et des enfants eux-mêmes pour lutter contre cette pratique. Cette mobilisation est menée sous la double bannière de la célébration des 30 ans de la Convention des Nations Unies pour les droits de l'enfant et la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre de chaque année. Après quelques jours de fermeture liées à des tensions, l'entreprise de Chanas Assurance a réouvert ses portes et le président du conseil d'administration a tenu à faire le point sur les mesures prises pour assurer le bon fonctionnement de cette compagnie d'assurance. Des précisions avec Gladys Sidi. Chanas Assurance SA est debout et plus que jamais déterminée à respecter les engagements pris auprès de ses nombreux partenaires,
et assurée. Suite aux incidents survenus le lundi 25 novembre dans les locaux de la direction générale à Bonanjo Douala, l'entreprise, par la voix de son président du conseil d'administration, rétablit la vérité. En effet, dans la matinée du lundi 25 novembre 2019, aux environs de 8h30, un groupe d'individus non identifiés s'est introduit en usant de violence dans les locaux de la direction générale de Chanas. Ce groupe d'individus entendait prendre possession des locaux afin d'y installer de nouveaux dirigeants illégaux issus d'assemblées générales et de conseils frauduleux. Il importe de relever que ces deux assemblées et conseils d'administration ont été organisés par des personnes sans qualité qui ne sont ni actionnaires ni administrateurs de la compagnie Chanas Assurance SA à laquelle elles sont totalement étrangères. À en croire le président du conseil d'administration, il n'est pas question de parler d'une nouvelle société, encore moins d'un nouveau top management à la tête de Chanas Assurance SA. Ceux installés au mois de septembre dernier remplissant pleinement leurs fonctions, les membres étant tous reconnus par le ministère de tutelle, renchérit-il. Nous saisissons donc cette occasion pour remercier nos clients et nos partenaires pour leur fidélité. Nous voulons les rassurer que Chanas Assurance SA continuera à œuvrer pour les accompagner au quotidien avec les services et offres de qualité. Il y a eu un amalgame entre une SARS, Chanas et Privat qui a cessé d'exister depuis avant, c'est-à-dire avant la création de Chanas Assurance SA. On ne se lève pas un beau matin pour croire qu'on peut créer une société d'assurance, nommer les dirigeants. Les locaux de la société d'assurance ont été momentanément fermés. Un coup de force, des personnes se réclamant propriétaires. Un acte jugé illégal par l'équipe dirigeante actuelle qui déclare que des mesures de droit seront prises afin que pareil incident ne se reproduise. À la suite de ces incidents malheureux, le siège social, c'est-à-dire la direction générale, a été momentanément fermé jusqu'à la journée de jeudi 28 novembre 2019. L'accès au bureau a été ouvert pour comprendre les manigances, le degré de manigance. Il y a une société qui existe, qui s'appelle Chanas Assurance SA. Il y a des individus qui s'asseyent, qui créent une autre société qui se dénomme Chanas Assurance SA. Il y a d'abord un problème. Nous sommes un pays de droit et on va utiliser les mesures de droit. La réaction du ministère des Finances est attendue dans les prochains jours afin d'éclairer les zones d'ombre dans cette affaire. Dans l'escale internationale, c'est l'un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux en Afrique. L'expulsion de Nathalie Yamb depuis la Côte d'Ivoire pour la Suisse. Celle qui est jusqu'ici conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, a été expulsée pour activité incompatible avec l'intérêt national en Côte d'Ivoire. Mais d'aucuns y voient ces dénonciations sur le franc CFA et la mainmise, l'influence de la France sur certains pays africains. Indignation, les interrogations se sont multipliées sur le continent africain. Évocation avec la DCD. Nathalie Yamb a été expulsée de Côte d'Ivoire. L'information, qui faisait déjà des gorges chaudes, a été confirmée par la conseillère de l'homme politique Mamadou Koulibaly elle-même sur son compte Twitter. Expulsée vers la Suisse pour activité incompréhensible avec l'intérêt national, a-t-elle écrit, avec une photo d'elle dans un avion. Toute chose qui a suscité une vague d'indignation à travers le continent. La veille, alors qu'elle répondait à une convocation à la préfecture de police d'Abidjan, elle a reçu, comme on le voit sur ces images, le soutien de ses proches venus en masse pour l'assister. Plusieurs personnalités ont suivi de bout en bout cette affaire et n'ont pas hésité à réagir.
au rang desquels Mamadou Koulibaly, candidat à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Il a écrit « Ils disent que Nathalie Yamb n'est pas ivoirienne. Elle aurait une nationalité douteuse. Ils disent que Nathalie Yamb a des activités incompatibles avec l'intérêt national. » L'activiste Kémy Séba, expulsé ces dernières 24 mois du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Guinée, a également apporté son soutien. Ce combat est une lutte qui nous fait tout perdre en cette vie. Famille, stabilité sociale, sérénité, libertés individuelles, mais l'histoire nous donnera raison. Les journaux ivoiriens parus le 3 décembre ont aussi fait large écho de cette affaire. Plusieurs estiment qu'elle paie ainsi les frais de son intervention au sommet Russie-Afrique à Sochi, au cours duquel elle avait vertement critiqué la France et son ingérence sur le continent africain ainsi que le franc CFA. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Sur le plan politique et diplomatique, le monde et la Russie doivent cesser de nous voir à travers les lunettes déformantes du storytelling méprisant, mensonger et négationniste de la France, qui nous assujettit. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien envers la conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly se multiplient. La direction du parti politique annonce une réaction dans les prochains jours. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le stade Paul Biya au Lembe va revivre après le départ de Gruppo Piccini. Le gouvernement mise sur l'entreprise canadienne McGill qui doit effectuer les travaux dans l'urgence. Vous l'avez suivi. Elle a identifié les points à construire en urgence. Et à la grande surprise, le ministre a demandé aux ouvriers qui travaillaient déjà sur le site de se préparer à avoir de la chance pour être retenus avec la nouvelle entreprise canadienne qui doit réaliser les travaux et achever ce complexe sportif de Lembe, là où se trouve le stade Paul Biya, un stade censé abriter la CAN 2021 prévue au Cameroun. Voilà, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.